Moi, c'est Pierre, je suis prof au collège Auguste Delaune de Bobigny. On a mis en place les demi-groupes dès mercredi. Alors, comment on a fait pour arriver à mettre en place les demi-groupes aussi rapidement? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est mobilisés tous ensemble, toute la communauté scolaire, c'est-à-dire les profs, les surveillants, les agents et aussi les parents d'élèves qui nous ont apporté un soutien extraordinaire. Et je pense que Mme Bellarbi, elle racontera la journée de mardi. Donc lundi, comme beaucoup d'autres collègues dans toute la France, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de véritable protocole sanitaire qui était appliqué. On a dû accueillir les élèves en classe entière et on n'a pas du tout accepté ça. En plus, euh, on nous a, euh, on a eu sans arrêt des contre-ordres pendant les vacances scolaires. On nous a dit la rentrée sera à 8 heures, puis bref, c'était la désorganisation la plus totale du côté du gouvernement. Et donc, on a décidé de réagir. On s'est réunis entre collègues, on a demandé une journée de banalisation le lendemain. Ça veut dire quoi une journée de banalisation? Ça veut dire qu'on ne prend pas les élèves et qu'on se réunit tous ensemble, les profs, les élèves délégués, les parents, et qu'on essaye de mettre en place un protocole sanitaire propre à l'établissement. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour pouvoir mettre en place des vraies mesures qui assurent la sécurité sanitaire dans l'établissement, c'est-à-dire qui évite que les enfants soient deux par table. Il faut savoir qu'on a des tables communes et qu'on ne peut pas défendre les gestes barrières, on ne peut pas mettre en place de gestes barrières et de distanciation physique sans rien changer, sans mettre en place des vrais dispositifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a obtenu cette journée de banalisation, on était prêt à se préparer, à discuter, à échanger là-dessus. Simplement, à 17 heures, la direction académique appelle notre chef d'établissement et lui demande de faire machine arrière et donc nous empêche de nous réunir pour mettre en place ces mesures qui auraient dû être mises en place dès la rentrée. Bref, qu'est-ce qui se passe? On se réunit entre les collègues, on décide d'appeler tous les parents du collège. Il faut savoir qu'il y a 630 élèves, donc ça fait beaucoup de parents à appeler. On les appelle tous et en fait, tout de suite, ils nous apportent leur soutien, ils nous disent voilà, nous aussi, on s'inquiète beaucoup. Il y a une parent d'élève qui m'a dit écoutez, moi, je suis aide-soignante au Blanc-Ménil à l'hôpital. On voit qu'on a la vague qui arrive, on est très inquiet par la situation des établissements scolaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose aux parents qui nous apportent leur soutien de venir le lendemain à 7h30 devant l'établissement et avec les parents, on bloque le collège. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on reste devant la grille jusqu'à 9h, on ne fait pas rentrer les élèves et ensuite, une fois que les élèves sont retournés chez eux parce qu'ils voient que l'établissement est bloqué, on s'est réunis en AG et on a décidé de mettre en place un protocole sanitaire propre qui fonctionne avec des demi-groupes. Comment est-ce qu'on a fait pour résoudre cette équation? Comment est-ce qu'on a pu mettre en place des demi-groupes? Eh bien, tout simplement en faisant venir les élèves un jour sur deux, bien sûr avec l'accord des parents, puisque sans l'accord des parents, on n'aurait pas accepté d'imposer cette telle mesure. Donc, juste pour que les gens ils comprennent, donc déjà, Pierre, dans ton collège, depuis mercredi maintenant, vous fonctionnez par demi-groupe, avant même les annonces de Blanquer qui sont notamment sur les lycées. Il n'y a rien pour l'instant dans les collèges officiels. Tout à fait. On a fait voter au conseil d'administration du collège la mise en place des demi-groupes. Donc, selon le protocole sanitaire qu'on a écrit le mardi, grâce à la journée qu'on a obtenue par le blocage. Et donc, dès mercredi matin, comme le CA de l'établissement est une instance souveraine, on a appliqué ce protocole sanitaire, on a appliqué les demi-groupes. Donc, on avait le mercredi la moitié des élèves. Les classes sont divisées en deux. Un jour sur deux, tu as la moitié de la classe qui vient. C'est-à-dire que tu as le groupe A qui vient, par exemple, le mercredi. Et le jeudi, on a accueilli l'autre partie de la classe. Voilà. D'accord, ok. Élise, est-ce que dans ton collège à toi, collège Barbara Sand, c'est ça? Barbara. Ah oui, pardon. Astin. Collège Barbara tout court, Astin, est-ce qu'il y a le même protocole sanitaire que chez Pierre à Bobigny? Oui, alors la différence, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à l'application, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, nous aussi, élaboré un protocole avec un système de demi-groupe, parce que, en fait, comme l'ont dit les copains précédemment et Pierre, mais en fait, on s'est rendu compte, nous, avec les collègues, qu'on ne pouvait plus accepter l'inacceptable, hein, puisque depuis le début de l'année, on alertait déjà sur les conditions nécessaires, les conditions sanitaires qui n'étaient pas remplies, les cas de Covid qui n'étaient pas transparents, etc., les difficultés qu'on pouvait rencontrer au quotidien avec notamment le manque d'agents pour faire le nettoyage, etc., dans les salles de classe. Bon, et là, on a dit c'est plus possible. Parce que le protocole renforcé n'a rien de renforcé, au contraire,
puisqu'en fait, tout ce que nous propose le ministre, c'est d'aérer nos salles de classe, donc on voit à peu près le niveau. Et du coup, bon, nous, on a décidé aussi un peu dans la même démarche, en tout cas, de faire un peu un protocole sanitaire tel que nous le voulions localement, tel qu'il pouvait être réalisé nous, en fait, avec l'ensemble des personnels de l'établissement. Donc, on a réuni les professeurs, les agents de service, toute la vie scolaire, et on a élaboré un protocole. Bon, nous, par contre, on a été un petit peu plus sage que dans le collège à Delaune, puisqu'en fait, on attend gentiment la réponse du recteur pour la mise en application. Et en attendant, en tout cas, on est en grève, on a exercé le droit de retrait. Et aujourd'hui, les parents d'élèves, ils ont bloqué le collège. Bah, tu me fais la transition parfaite. Madame Bellarbi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Allez-y, Madame Bellarbi. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que parent d'élève, vous ayez participé au blocage et le fait d'imposer un protocole sanitaire pour vos enfants, notamment pour qu'ils puissent venir étudier dans de bonnes conditions? Mais écoutez, concernant ce blocage, je pense que dans tous les blocages, il devrait y avoir les parents qui soient présents. S'il y avait toujours des parents et des adultes, il n'y aurait pas ces problèmes comme on a vu, comme j'ai entendu par rapport aux interpellations. Je me mets à la place des parents des jeunes hommes qui sont passés au début. Si mon fils ou ma fille m'appelle et me dit on est bloqué, on a été interpellé et j'arrive au commissariat et j'entends ça, je vous assure que c'est avocat, systématiquement, un avocat tout de suite. Je veux voir un médecin tout de suite et c'est dépôt de plainte tout de suite. Il ne faut pas croire que c'est que dans Paris qu'on peut déposer plainte. Il faut que les enfants eux-mêmes ils se disent on n'est pas rien, on n'est pas personne, on est quelqu'un. Donc, cette interpellation, pour moi, ça m'a choquée. Et le fait qu'on attrape des jeunes comme ça et qu'on les tire comme ça, alors qu'ils sont juste devant l'école. Ils vont à l'école. Ils vont pour être instruits. Donc, déjà, ça m'a énormément choquée. Et moi, ce que je voudrais dire à ces jeunes-là, c'est que de eux-mêmes, ils doivent se dire que s'ils veulent que les choses, elles changent, ce n'est pas systématiquement par la force. Ils doivent réussir leurs études et ils doivent prendre les bons postes. C'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Donc, je voulais vous poser une question, Madame Bellarbi, mais en tant que parent d'élève, vous, votre ressenti, c'est est-ce que vous trouvez que les autres parents se sont mobilisés ou bien vous faites un appel aussi à tous les parents d'élèves partout où ils sont de participer à la mobilisation aux côtés des enseignantes et des enseignants? Tous les parents devraient se mobiliser, tous, sans exception. Même si on travaille, même si on est occupé, même si on a des choses urgentes à faire, il n'y a rien de plus important que nos enfants. Il n'y a rien de plus important que l'instruction pour nos enfants, pour leur avenir. C'est ça notre priorité à chacun de nous. Voilà ce que je devrais dire moi, si je pouvais. Si des parents m'entendent, c'est ça la mobilisation. Être présent, faire un blocage s'il faut faire un blocage, aller devant l'inspection s'il faut le faire, mais c'est ça notre devoir de parents. Pierre, d'où ça sort ces liens avec Madame Bellarbi, mais avec les Madame Bellarbi, si je puis dire, les parents d'élèves au sens large, notamment dans ton collège et dans les autres écoles où on a vu, et après tout à l'heure on aura Gwen à Sarcelles où notamment ce matin elle va nous raconter il y avait un blocage par les parents d'élèves. D'où ça sort en tout cas dans ton expérience à toi, dans ton collège, d'où vient ce lien avec les parents d'élèves? Nous, on essaye au quotidien, en fait, dans le collège, dans notre pratique d'enseignant, de discuter avec les parents, d'échanger. Quand il se passe quelque chose, quand un élève a des difficultés ou quand ça ne se passe pas très bien pour un élève. Et donc, on a des rapports constants avec les parents. Il ne faut pas penser que quand on est enseignant en Seine-Saint-Denis, on est dans une tour d'ivoire et on ne va pas avoir de communication des deux côtés, entre guillemets, de la porte du collège. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la relation a totalement changé maintenant. Ce n'est pas la même relation qu'on a habituellement à partir du moment où on a pris sur nous. On s'est posé la question entre les collègues. À 17h, quand on nous a dit la banalisation est refusée, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vraiment appeler tous les parents, tous les 600 parents? C'est un travail énorme. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et en fait, dès qu'on a commencé à se dire il faut qu'on leur dise ce qui se passe, il faut qu'on leur raconte la situation dans le collège, avec les couloirs qui sont étroits, avec la cour de récréation qui est remplie, avec l'impossibilité d'assurer la sécurité des élèves,
et y compris la sécurité des parents, puisqu'il y a des contaminations qui se font de parents qui peuvent être contaminés par leurs enfants. À partir de ce moment-là, on s'est dit ça et qu'on a échangé avec les parents, on a aussi brisé un mur. Et on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, il n'y avait pas une grande distance entre nous et les parents et que tous ensemble, on pouvait taper ensemble. Ça nous a vraiment encouragés dans notre action de voir que dès qu'on parlait aux parents, eh bien, ils avaient les mêmes questions que nous. Ils se posaient les mêmes soucis que nous. Et donc, finalement, c'était naturel pour eux, et Mme Bellarbi l'a très bien dit, c'était naturel pour eux quand on leur a dit demain, on vous propose de venir au collège pour protester contre l'absence de réel protocole sanitaire. Bien sûr, tous ne pouvaient pas venir. Je veux dire, il n'y avait pas les 600 parents qui étaient là, mais ceux qui ne pouvaient pas venir nous disaient voilà, je suis désolé, je travaille de nuit, je ne peux pas venir, etc. Mais je suis avec vous. Et vraiment, ça nous a motivés énormément. Et je crois aussi que si notre mouvement il est si fort et si on a pu appliquer aussi rapidement le protocole sanitaire et qu'il est mis en place, c'est aussi parce que les parents étaient là. Et j'aimerais dire aussi, c'est ce qui a fait aussi se déplacer les élus. Le maire de Bobigny est venu sur le blocage, M. Sadi, le matin à 8 heures, parce qu'on voit aussi que quand les parents sont mobilisés, ça change tout. Et c'est très important de montrer que profs, parents, on tape tous ensemble dans la même direction non seulement pour respecter un protocole sanitaire qui soit cohérent, qui soit conséquent, parce que de ce point de vue-là, on ne peut pas attendre de la conséquence du gouvernement. Blanquer nous a laissé nous dépêtrer dans une situation qui est impossible. On a l'impression que quand on regarde son fil Twitter, Blanquer est uniquement intéressé à communiquer et pas du tout à la réalité concrète des établissements. Et on a montré que localement, c'est à nous de dire comment ça doit fonctionner, avec les parents, avec la communauté scolaire. Madame Bellarbi, si vous êtes toujours là, c'est au-delà de la question des enfants et de l'instruction. C'est quoi votre perception en tant que banlieusarde, aussi vivant dans le 93, dans cette crise sanitaire par rapport au comportement notamment du gouvernement et on l'a vu, ces hôpitaux qui sont saturés aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous-même, vous êtes une personne fragile ou est-ce que peut-être vous avez des proches autour de vous qui sont fragiles? Est-ce que tout ça, ça joue en fait dans votre esprit par rapport aux conditions d'accueil de vos enfants? Alors, écoutez, pour ma part, moi, je suis marseillaise. Je suis venue m'installer dans le 93 pour suivre mon mari et j'ai beaucoup de contacts avec tous les Marseillais que je connais, hein, toute ma famille, tous mes amis. Et ce qui se passe à Marseille, c'est encore pire que ce qui se passe ici. Donc déjà ça, il faut que je vous le dise, il faut que vous le sachiez. Quand je vous dis que c'est bien pire, c'est catastrophique. Et malheureusement, eux n'ont pas la chance que nous, on a de pouvoir être un peu médiatisés. Voilà. Par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, moi, j'ai le sentiment qu'on a été complètement abandonné par notre gouvernement, qu'on est des sacrifiés et puis on n'a pas trop notre mot à dire. Moi, notre seule source de revenus, notre commerce, est soi-disant fermé parce que pour raisons sanitaires et puis fin de compte, non, on doit être ouvert, mais on n'a pas été pris en considération. Donc, que ce soit sur la crise sanitaire, que ce soit sur la situation financière, on a été abandonné, tout simplement. Et on en a marre d'entendre les informations que l'Éducation nationale doit nous communiquer à travers les médias. C'est toujours à travers les médias qu'on a des informations. J'ai pas le sentiment que l'Éducation nationale communique avec les professeurs. Il y a une cassure qui s'est faite, mais c'est une cassure qui dure depuis des années. Et c'est vraiment inquiétant. Quand je dis inquiétant, c'est que dans un monde où la communication est vraiment développée, il y a des Facebook, il y a des mails, il y a le téléphone. J'ai l'impression que plus cette communication s'est développée, plus la communication s'est rompue entre l'éducation nationale et l'école. Et malheureusement, cette cassure qui s'est faite entre l'éducation nationale et l'école, j'ai l'impression que l'éducation nationale, elle a tout fait pour faire la même cassure entre les professeurs et les parents. C'est pour ça que les professeurs, ils étaient un peu choqués quand nous, les parents, on a répondu présent. Mais il faut se dire qu'on a toujours été présent. Et il faut qu'on continue à être présent. C'est juste une petite dernière question et je vous libère, Madame Bellarbi. Mais c'est quoi l'avenir pour vous dans cette période et pour vos enfants? Vous voyez les choses comment en tant que maman aujourd'hui et puis aussi en tant que travailleuse dans cette crise sanitaire, dans cette crise économique,
dans le fait qu'on voit que les choses, enfin que le gouvernement, on est sorti de la première vague, on a une deuxième vague et peut-être il y en aura une troisième, une quatrième. Vous voyez comment en fait la suite de manière politique, c'est quoi? Vous appelez, Alors, vous pensez que ça va se révolter? Vous pensez que les gens ils vont se révolter? C'est quoi un peu votre perception? alors, je vais être un peu crue, mais Allez-y. je suis On est sur désolée. révolution permanente hein, ici. Hein. Non, mais parce qu'en tant que parent, ça peut choquer. Mais je vais être un peu crue, mais il faut sortir les crocs. Il faut avoir faim, il faut sortir les crocs, il faut y aller, il faut se battre et il faut rien lâcher. Voilà, pour moi, je suis pas de nature pessimiste. Je n'ai absolument plus aucune confiance en ce système. Mais ce que je sais, ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, c'est ne lâcher rien. Même pas la petite miette de pain, il faut rien lâcher. Il faut s'accrocher, il faut se battre et il faut continuer. Et même si on te met des coups, même si on te matraque, tu souris, continue, avance. Et c'est comme ça qu'on va avoir ce qu'on mérite. Voilà, c'est ma vision des choses. Merci à Pierre et à Madame Bellarbi. Je veux un mot de Élise et puis après on va faire la dernière tablée avec Béa, Gwen et Marion pour la fin de ce live-là. Mais Élise, c'est quoi la suite pour toi dans cette bataille-là, notamment là on est vendredi soir, mais à partir de lundi, qu'est-ce qui va se passer au collège Barbara? Qu'est-ce qui va se passer autour de toi dans le 93, dans les assemblées générales dans lesquelles tu es? Ouais, bah déjà, moi, avant de répondre à ta question, je tenais à souligner quand même quelque chose qui me paraît essentiel. C'est ce que disait la maman d'élève. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit en fait ouais, qu'on doit travailler ensemble, les professeurs et les parents, parce que la réalité, c'est qu'on est tous des travailleurs et des travailleuses. Donc, en fait, on est dans le même panier. Moi, je vois, par exemple, une de mes mamans d'élèves qui bloquait ce matin le bahut et qui travaille en fait à l'hôpital. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le Covid, il a révélé déjà l'état catastrophique du service public. Eux, elles nous racontaient à quel point ils étaient sous l'eau. Et en fait, on peut voir un peu tous ces services en première ligne, soit les transports, les hôpitaux notamment, et puis en fait, y compris nous aussi. Enfin, ce qu'elle dit, elle dit, moi, je suis d'accord pour être en première ligne, c'est mon boulot, mais moi, j'ai pas envie que mon gamin il me ramène ça chez moi. Donc, je trouve ça extraordinaire, en fait, le lien qu'on peut tisser avec les parents d'élèves, parce que nous aussi, en fait, on a tissé des liens vraiment forts. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais dire, que vraiment bravo pour tout ce qu'ils font avec nous, quoi. Et après, pour répondre à ta question, bah, donc nous, on a construit un peu une AG sur la ville de Stein en éducation, où en fait, le but, c'est, bon, déjà, on se rendait compte que bah, la grève, elle a commencé un peu bahut par bahut, puisque même s'il y avait des appels à la grève, donc du coup, en tout cas, des préavis de grève déposés, il n'y avait pas de réelle coordination, c'est-à-dire d'appel un peu national. Donc, il y a des collèges là, de la ville de Stein qui ont appelé, et donc du coup le lycée aussi, à faire une assemblée générale de l'éducation pour notamment voilà, dire en fait on n'est pas seul, en fait on souffre tous des mêmes problèmes structurels, des moyens en fait insuffisants dans tous les établissements scolaires. Et donc ça permettait vraiment de créer un lien en disant bah, à la fois on va lutter sur les demi-groupes, mais aussi pour obtenir des moyens pour l'éducation et aussi en fait pour avoir une éducation de qualité pour tous dans tous les quartiers et partout, partout quoi. Donc nous, la suite, là, c'est de lundi, les parents sont chauds patates pour bloquer à nouveau l'établissement. On va faire ce qu'on a décidé en Assemblée générale de Stein, c'est que l'ensemble des parents de la ville se coordonnent pour bloquer les établissements scolaires. Et puis évidemment, la suite, c'est l'appel à la grève donc, du coup, du 10 novembre. Moi, je pense que cette journée nationale, elle est très importante pour la suite, mais évidemment, la mobilisation, elle doit s'inscrire dans la durée. Parce que je pense qu'en fait, on doit aller jusqu'à la démission de Blanquer, quoi. En fait, voilà, il y a le hashtag Blanquer démission qui a été dans le top Twitter le week-end dernier. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ça fait combien de temps, Élise, que tu es prof? Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans, c'est de tous les ministres que tu as eus, c'est le pire pour toi, Blanquer?
Dans l'échelle, dans une échelle satanique, bien entendu. Ouais, dans une échelle satanique, entre tous les diables qu'ont été les différents ministres de l'Éducation nationale. Moi, je me rappelle, c'était Darcos. À l'époque, je me rappelle, Darcos, c'était un chien de la casse, si je puis dire. Mais j'ai l'impression que Blanquer, c'est le pire, non? En 8 ans. Disons que Blanquer, il a un programme clair qui est celui vraiment d'imposer une méthode, une école néolibérale, en fait, de casser, voilà, de créer une école libérale avec un système qui soit totalement inégalitaire et il l'assume. C'est pas le seul, évidemment, les ministres avant, en fait, évidemment, c'est pas la casse de l'éducation, elle n'a pas commencé avec Blanquer. Hein. Nous, d'ailleurs, on a subi une grosse réforme du collège et c'était sous Hollande. Donc, évidemment, il n'y a pas enfin, en tout cas, il y a à voir que c'est pas né sous Blanquer, mais en tout cas, c'est clair que c'est un ministre qui, voilà, en tout cas, il y a un mépris très fort. C'est-à-dire que non seulement il casse, voilà, l'éducation, il continue et de manière hyper forte, et en même temps, il exerce un mépris tellement fort, mais qui peut être à la fois positif, puisqu'en fait, aujourd'hui, je crois que, en tout cas, il s'est mis bien à dos l'ensemble de l'éducation nationale. Thank you, Élise. Merci énormément. Courage à toi à partir de lundi, à tes collègues. Merci à Madame Bellarbi qui était avec nous, à Pierre également, que l'ensemble des parents d'élèves partout où vous êtes, de France et de Navarre, bloquez, prenez des poubelles et allez devant les écoles de vos gamins et bloquez, parce que c'est votre sécurité aussi, c'est la sécurité de vos proches. Et il nous faut, c'est un sorte de contrôle ouvrier ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est la base qui récupère son outil de travail et qui décide, et c'est le minimum comment dire, des choses à faire, c'est de pouvoir se protéger soi-même. C'est pas un recteur qui est dans un burlingue, je sais pas où, dans quel département, qui doit décider de comment ça doit se passer, et on voit comment il décide de ce qui se passe, c'est-à-dire de rien du tout. Chérine tout à l'heure nous expliquait qu'il n'y avait pas de masques qui sont distribués régulièrement, qu'il n'y a pas de gel, qu'il n'y a pas de distanciation, qu'il n'y a rien, et c'est pareil dans le premier degré, dans le second degré de manière générale. Le gouvernement a abandonné l'éducation nationale. Il parlait des héros de la nation, c'est-à-dire que les professeurs étaient devenus des héros. C'était avant l'été, c'était des décrocheurs, et certains qui étaient des fainéants, finalement, ils sont devenus des héros de la nation, des héros qui aujourd'hui, j'ai envie de le dire, sont des héros aussi un peu de la classe ouvrière. Ils viennent de mettre un sacré coup de pied dans cette fourmilière qui s'appelle la bureaucratie syndicale, et on va en parler avec les prochaines intervenantes. Et la deuxième fourmilière, c'est l'atonie du mouvement ouvrier, parce qu'il y a 800 000 chômeurs de plus depuis le mois de mars. 1 million de personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté, chers camarades qui suivent ce live-là. Il y a 10,5 millions de pauvres en France, 10,5 millions de pauvres, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de se nourrir, de pouvoir se loger correctement, de pouvoir se chauffer correctement. On a vécu le mouvement des Gilets jaunes qui était comment dire, un mouvement qui a rappelé toutes ces questions-là. On se rappelle de ces aides-soignantes, de ces coiffeuses et autres qui expliquaient qu'elles ne pouvaient pas faire 3 repas dans la même journée. Ben aujourd'hui, on n'est pas au même niveau que le mouvement des Gilets jaunes, on est pire que le mouvement des Gilets jaunes, avec 1 million de personnes en plus. Et l'éducation nationale, c'est le secteur qui aujourd'hui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, dans ce pacte qu'a conclu l'ensemble des directions syndicales de l'éducation nationale pour faire l'union nationale, pour faire les valeurs républicaines. Et moi, je le dis, chers amis, les valeurs républicaines, c'est les valeurs de cette république qui est une république bourgeoise, de celles et ceux qui éborgnent les gilets jaunes, de celles et ceux qui matraquent les jeunes lycéens devant leur lycée, de ces mêmes valeurs républicaines, celles qui font que Blanquer veut censurer une BD 10 jours après avoir parlé de liberté d'expression. C'est ces mêmes valeurs républicaines qui font qu'il y a des enfants de 8 ans, 9 ans qui ont été soulevés de leur lit à Albertville et c'est sorti aujourd'hui. Ce sont ces valeurs républicaines-là, celles qui font qu'on donne encore plus aux plus riches et on donne encore moins aux plus pauvres. Et avant de faire la transition, je vais vous raconter une mini-histoire, ce qui s'est passé pendant le Covid. Pierre Mestre, retenez bien ce nom-là, Pierre Mestre, patron d'Orchestra. Orchestra, c'est les vêtements pour enfants. Si vous êtes déjà parti chez Orchestra, Pierre Mestre,
l'entreprise orchestrale avait 690 millions d'euros de dettes, 690 millions d'euros de dettes. Grâce à l'ordonnance Covid du mois de mai, il a liquidé devant le tribunal de commerce son entreprise et il s'est porté acquéreur de son entreprise, bien entendu, avec 690 millions d'euros de dettes qui ont disparu. C'est lui à nouveau le patron et il récupère son entreprise neuve comme un sou. Et voilà la réalité. Au final, on a des profs à qui on donne des masques DIM toxiques. La honte, monsieur Blanquer et le gouvernement. On va commencer par Gwen. Merci, Élise. Force à toi, force au Collège Barbara. Merci.